du coup, peut-être pour commencer ce topo sur la guerre en Ukraine, faire déjà un petit bilan là des 2 ans et demi de guerre maintenant. Parce que donc voilà, ça fait 2 ans et demi que Poutine a déclaré la guerre à l'Ukraine et envahi du coup l'est du pays. Bon, il faut quand même noter que il y avait déjà eu une première guerre qui avait commencé en 2014 avec des affrontements violents dans l'est de l'Ukraine, notamment dans les régions de Donetsk et de Lugansk, où il y avait eu des groupes séparatistes qui étaient soutenus militairement et financièrement par le régime de Poutine, qui avait déclaré l'indépendance de ces régions. Là, voilà, depuis février 2022, on compte quand même plus d'1 million de victimes des deux côtés. C'est toujours un peu difficile d'avoir les chiffres exacts qui nous parviennent, quoi. Mais le Wall Street Journal a évalué, là, mi-septembre, à 80 000 morts et 400 000 blessés du côté ukrainien et 20 000 morts et 400 000 blessés côté russe depuis le début de la guerre. C'est aussi un désastre humanitaire. On compte 4 à 6 millions de personnes qui ont été déplacées ou exilées. Il y a des pénuries alimentaires importantes, des pénuries de vêtements, notamment sur le front, alors que là, on arrive quand même à un moment où l'hiver s'annonce assez rude quand même dans ces régions du monde. Et évidemment, on a vu aussi des destructions, des villes totalement bombardées, voire presque totalement rasées. Mais quand même, on note que depuis, que la guerre en fait de très haute intensité des premiers mois, elle s'est transformée et elle s'est enlisée sur un front de plus de 1200 km, pardon. Et en fait, il y a toute une partie du sud de l'Ukraine qui est occupée autour de la mer d'Azov et du coup le front de l'Est aussi. Mais s'il ne connaît pas à l'heure actuelle d'assaut très important, il est quand même peu à peu grignoté par les troupes russes. À l'heure actuelle, l'armée russe, elle avance vers Pokrovsk, je crois que ça se dit, qui est un lieu de production d'acier assez stratégique pour l'armée ukrainienne. Et tout ça aussi dans un contexte où, à l'heure actuelle, l'armée ukrainienne, elle peine à recruter, alors que l'armée russe, elle bénéficie quand même d'une très très grosse réserve d'hommes. Le président ukrainien Zelensky rend l'Ukraine très très dépendante tout à fait dépendante du soutien financier et militaire des puissances impérialistes occidentales. Pour vous remettre un peu en contexte, quand même, ça prend place dans un contexte de tension interimpérialiste que peut-être vous connaissez, mais en gros, Poutine a déclaré la guerre à l'Ukraine en 2022, notamment pour conserver les intérêts économiques de la bourgeoisie russe dans cette zone de l'ex-URSS, mais aussi pour y maintenir son influence politique. Et en face de ça, on a les puissances impérialistes comme les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, qui se sont empressés d'affirmer leur soutien à l'Ukraine, non pas en défense du peuple ukrainien, mais en fait parce que la guerre, elle leur permet aussi d'avancer leurs propres intérêts économiques, leurs propres intérêts politiques dans la région, de vendre des armes et aussi de se partager les marchés de la reconstruction de l'Ukraine, des hydrocarbures, etc., enfin notamment de l'énergie en réalité, après la guerre. Donc de se partager les marchés d'après-guerre, de la reconstruction d'après-guerre. La vente d'armes, elle permet surtout d'affaiblir l'influence de Poutine dans la région, donc en Ukraine, tout en n'allant pas non plus tout à fait jusqu'à renverser son régime, qui reste un pilier de l'ordre impérialiste dans une vaste région du monde. En fait, on voit par exemple que pendant la guerre de Tchétchénie, qui a été menée par la Russie en 2000, alors que Poutine il était Premier ministre, les puissances impérialistes occidentales, elles ont peu réagi en réalité face aux massacres, aux bombardements, etc. En fait, en se contentant de faibles appels à la paix. Ces mêmes puissances, elles n'ont pas non plus levé le petit doigt quand Poutine il est venu à l'aide militairement des dictatures comme en Biélorussie ou au Kazakhstan, qui étaient aux prises. Ces dictateurs étaient aux prises avec d'importantes révoltes populaires.
Toujours ces mêmes États impérialistes, ils préservent aussi leurs propres intérêts dans les régions du monde, notamment en Ukraine, mais ils ont aussi intérêt aux agissements de Poutine, puisqu'en fait, ils contribuent à maintenir l'ordre capitaliste et impérialiste dans le monde, comme en fait, il avait soutenu le régime de Bachar al-Assad, par exemple, en 2011. Dans l'actualité aussi un peu ces 2 dernières semaines, il y a Zelensky qui a fait, donc le président ukrainien, qui a fait le tour de l'Europe et qui a rencontré les dirigeants des pays impérialistes, dont l'Angleterre, la France et l'Allemagne, et dernièrement des États-Unis aussi, pour présenter un plan qu'il appelle le plan de la victoire. Il avait déjà annoncé vouloir commencer des négociations avec Poutine cet été. Pour une paix qu'il prévoyait en 2025, quoi. Zelensky, maintenant, il affirme qu'en fait, il souhaite s'assurer du soutien militaire et financier des puissances impérialistes occidentales, en demandant notamment que l'Ukraine rejoigne l'OTAN, ce qui n'est pas du tout à l'ordre du jour. Donc aussi que le soutien militaire et financier ne faiblisse pas. Et la levée des restrictions pour les missiles à longue portée qui permettraient d'attaquer directement la Russie plus en profondeur sur son territoire que l'incursion à Koursk en ce moment, quoi. Ce que les puissances occidentales refusent toujours, donc notamment les États-Unis et l'Allemagne, qui disent ouvertement ne pas vouloir d'escalade militaire avec Poutine. Zelensky dit aussi désormais qu'il ne veut pas envisager un plan de paix qui implique de découper le territoire ukrainien et d'en laisser une partie sous occupation russe. Donc du coup, en fait, c'est sûrement pour faire pression dans ce sens qu'il avait lancé son opération spéciale dans la région de Koursk en août dernier, afin en fait de s'assurer une position plus favorable dans des potentielles négociations. Alors même, quand même, que je le rappelle, l'armée ukrainienne, elle est vraiment très en difficulté sur le front et elle peine à conserver du terrain à l'est de l'Ukraine. Ce que révèle aussi en fait cette tournée de Zelensky en Europe, c'est qu'en fait il bénéficie toujours du soutien des puissances occidentales face à la Russie de Poutine, mais que ces mêmes puissances ne sont pas et ne veulent pas être directement en guerre contre la Russie, et elles imposent quand même une certaine limite au soutien à Zelensky. Ce qui ne les empêche quand même absolument pas de continuer à profiter de cette guerre et des lendemains de la guerre, on va dire, pour faire des profits sur la reconstruction et sur la vente d'armes. Je peux te prendre le minuteur ? Ouais, vas-y. Merci. Non, mais après, c'est vrai que la question de pourquoi est-ce qu'on parle de tensions inter-impérialistes sur ce qui se passe en Ukraine, je ne sais pas si c'est clair dans la tête de tout le monde, ce qui se trame quand même dans ce coin du monde, parce que je veux dire, des guerres, depuis la Seconde Guerre mondiale, il y en a absolument tous les jours. Tous les jours, il n'y a pas une journée sans guerre depuis la Seconde Guerre mondiale. Là, la différence avec ce qu'on a pu connaître, nos générations ou les générations de nos parents, c'est qu'en fait, c'est la première fois dans cette histoire récente, qu'en fait, il y a un renouveau de tensions inter-impérialistes qui sont en train de se chauffer, autour de ce qui se passe en Ukraine. Tout le monde a vu, de toute façon, Ivanka l'a expliqué un petit peu, mais il y a un investissement idéologique et matériel, en fait, de tout un tas de grandes puissances impérialistes dans ce qui se passe en Ukraine. Il y a, sur l'aspect idéologique, c'est tout le truc, vous avez peut-être vu, en gros, de l'OTAN, des dirigeants des pays membres de l'OTAN, de dire en fait, là on voit l'invasion menée par Poutine, c'est une attaque à notre mode de vie européen en liberté, tout un truc idéologique pour défendre la donf, en réalité, le capitalisme, l'ordre mondial comme il est aujourd'hui, c'est-à-dire les États-Unis qui sont la principale puissance impérialiste dans le monde. En fait, d'un point de vue économique, le déclenchement de la guerre en Ukraine en 2022, ça a fait que les États-Unis et les pays européens ont décuplé leur budget militaire. Pas juste pour montrer les gros bras et dire venez regarder, on a les moyens de mettre plein d'argent
dans notre armée, dans notre matériel militaire, mais y compris parce qu'en fait, ils se préparent quand même un peu pour de vrai au fait qu'à un moment, ça puisse rentrer réellement dans un conflit inter-impérialiste et que là, tout un tas de pays dans le monde sont en train ont tous gonflé leur budget militaire. Bon, en France, on a vu, c'est les 413 milliards d'euros pour l'armée qui ont été mis dans la loi de programmation pluriannuelle jusqu'à 2030. Pour vous donner une idée, sur le site du ministère des Armées, on peut lire très tranquillement la liste d'une grande partie du matériel et des équipements militaires qui ont été livrés par la France à l'Ukraine depuis février 2022. Et entre février 2022 et jusqu'au 1er mai. C'est ça qui est public sur le site du ministère des Armées. Au bilan, c'est un peu plus de 3 milliards d'euros d'équipements militaires envoyés à l'Ukraine, auxquels viennent s'ajouter un petit peu plus de 2 milliards d'euros versés à un fonds européen pour la paix, pour envoyer des armes en Ukraine. L'aide américaine depuis février 2022, c'est 175 milliards de dollars. Là, il y a eu en fait une nouvelle aide votée au mois d'avril pour l'Ukraine, 61 milliards de dollars. Dans tout ça, pour que vous ayez en tête, c'est pas 60 milliards de dollars qui vont vraiment pour l'Ukraine, mais en fait, plus d'un tiers du montant de ça est consacré au réapprovisionnement des systèmes d'armes et de munitions de l'armée américaine. Et en fait, c'est près de 14 milliards de dollars seulement, qui sont seulement, entre guillemets, mais vous voyez, qui sont prévus pour permettre à l'Ukraine de se réarmer en achetant des équipements et des munitions à l'industrie de défense américaine. Et 15 milliards de dollars là-dedans seront consacrés à des services de soutien tels que la formation militaire et l'échange de renseignements. Du côté de l'Union européenne, pour avoir une idée de ce qui a été donné, c'est 50 milliards d'euros prévus entre 2024 et là 2027. Mais attention, quand même tout ça, c'est pas juste des dons. C'est trop vite ? Si tu veux aller un peu plus doucement. Ouais, excuse-moi. Ouais, puis en plus les chiffres, c'est pas évident. Tout ça, en fait, c'est pas, je veux dire, là, les pays membres de l'OTAN font pas juste des énormes dons de charité bien pensantes pour la paix à l'Ukraine. La majorité de ce qui est envoyé, ce sont des prêts. En fait, l'Ukraine là, est en train de se retrouver ultra endettée, alors vis-à-vis de ces États-là, mais en fait, y compris vis-à-vis de banques. C'est-à-dire que l'Ukraine a emprunté de l'argent à des banques privées. Pour vous donner une idée, la dette ukrainienne, elle représente 100% de son PIB aujourd'hui. Et en fait, les créanciers de l'Ukraine, là, ils commencent à lui mettre la pression pour qu'elle les rembourse. Parce qu'il y avait un délai de 2 ans qui avait été accordé et qui a pris fin, là, en fait, au 1er août dernier. Donc, en fait, elle doit rembourser dans les meilleurs délais 20 milliards de dollars, dont 20% sont détenus par des créanciers du privé. En fait, c'est BlackRock. Il y a une filiale du Crédit Agricole qui s'appelle Amundi, qui, pareil, a prêté de l'argent à l'Ukraine et qui demande là à ce qu'elle rembourse. Et en fait, les organisations monétaires et financières internationales, elles exigent là d'ores et déjà la restructuration de la dette, ce qui va vouloir dire, en fait, plus d'économies sur le peuple ukrainien pour pouvoir commencer à rembourser. L'Ukraine se fait, de fait, beaucoup aider dans tout ça, mais en fait, la Russie, elle n'est pas en reste non plus de ouf. Ça, on le dit moins, mais en fait, il y a des infos qui sont sorties cet été sur... qui aide la Russie ? Il y avait l'Iran, la Corée du Nord, où ça se savait déjà d'un point de vue militaire. En fait, là, il y a eu cet été les 75 ans, l'anniversaire des 75 ans de l'OTAN. Ils ont fait une petite réunion le 11 juillet dernier, dans laquelle ils ont abordé notamment le soutien de la Chine à la Russie pour la guerre en Ukraine. En fait, selon l'OTAN, la Chine est responsable de fournir des équipements à double usage, civils et militaires à la Russie, qui permettent à Moscou de produire des missiles, des bombes, des avions et des armes. En réalité, la Chine, elle n'est pas en train, selon l'OTAN, d'envoyer en propre des ressources militaires, mais elle le fait de manière en fait détournée pour pouvoir dire en fait moi c'est pas vrai que j'aide la Russie. Pour vous donner le détail, les renseignements à la disposition de l'administration Biden montrent que sur les 3 derniers mois de 2023, plus de 70% des importations de machines et outils de la Russie provenaient de Chine. Ce qui a, selon eux, permis aux Russes d'augmenter leur production de missiles balistiques. Ce chiffre il est confirmé dans une interview accordée par Anthony Blinken à la BBC début juin, où il ajoute que 90% des produits microélectroniques importés par la Russie proviennent de Chine.
et ces composants sont utilisés pour aider la Russie dans ce qui est un extraordinaire effort de formation accéléré pour fabriquer davantage de munitions, de chars, de véhicules blindés et de missiles. Ce qu'ils ajoutent dans tout ça, c'est Pékin exporte chaque mois vers la Russie, chaque mois, pour plus de 300 millions de dollars de biens à double usage, c'est-à-dire à des applications commerciales et militaires. Et ce qu'ils disent quand même, c'est l'Express qui publiait cet article-là, ils disent, pour les responsables américains, l'une des manières les plus décisives d'aider l'Ukraine aujourd'hui est de convaincre la Chine d'arrêter d'aider la Russie à reconstituer sa base militaro-industrielle. La Chine dément extrêmement fermement ces accusations-là. Il y a eu un échange de communiqués, en fait, cet été entre l'OTAN et la Chine, la Chine accuse l'OTAN de calomnie, de mensonges, dément tout ça, et dit, au lieu de chercher à faire monter les tensions, vous devriez plutôt chercher à restaurer la paix dans cette région du monde, au lieu d'inciter, et ce qu'il dit, c'est au lieu d'inciter à la confrontation. Ça, c'est important parce que c'est vrai que ça permet d'avoir en tête, quand on parle conflit interimpérialiste, en fait, entre la vente d'armes, le soutien militaire et l'implication réelle dans un conflit, il n'y a pas une frontière si imperméable que ce que voudraient nous dire tous les dirigeants bourgeois, là, aujourd'hui, dans ce qui se passe. En termes de soutien militaire et de formation, depuis 2022, plus de 15 000 soldats ukrainiens ont ainsi été formés par la France, qui souhaite être un aiguillon dans le soutien aux Ukrainiens. En fait, là, depuis le début du mois de septembre, peut-être certains ont vu, la France forme une équipe de brigade entière de l'armée ukrainienne. En fait, c'est plus de 2300 soldats qui sont en ce moment même formés sur le territoire français, là, depuis début septembre. Ça mobilise 1500 militaires français. Ce que dit la France, c'est que c'est un modèle de soutien à l'Ukraine inédit que seule la France met en œuvre. En fait, Macron, il est allé leur faire un petit coucou le 9 septembre dernier. C'est dans un camp militaire du Grand Est. Et en fait, ils s'entraînent en conditions réelles. Genre, il y a des simulations de bombardement, etc., etc. Mais y compris avec des armes françaises. Et en fait, la logique qu'ils ont, y compris dans tout ça, il y a en fait le ministre des Armées qui s'appelle Sébastien Lecornu, qui a dit, en fait, là récemment, c'était en début de semaine, il y a un principe sur lequel on doit continuer à avancer. L'aide à l'Ukraine doit profiter à l'industrie de défense française. Beaucoup de pays européens achètent aux États-Unis pour aider l'Ukraine, a regretté le ministre des Armées. Je rappelle quand même notre particularité. Le soutien à l'Ukraine, c'est l'activité pour les entreprises françaises. A-t-il fait valoir en évoquant « J'essaie d'apprendre à nos amis ukrainiens à acheter français ». Il y a peu de doute sur le fait que l'artillerie ukrainienne à l'avenir sera sans doute du canon César. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est que la guerre en Ukraine, c'est en fait un énorme marché pour l'artillerie française dans les années à venir. C'est ça qu'il dit mot pour mot, dans les années à venir. Je retrouve juste ma page, parce que j'étais descendue. Non mais enfin voilà, en fait là ils sont en train de former des soldats ukrainiens, une brigade en fait un peu d'élite, hein, c'est ça qu'ils sont en train de faire, avec aux armes françaises pour pouvoir après leur vendre ces armes-là derrière. Leur objectif c'est ça, parce que je veux dire les armes c'est pas t'envoies un truc et puis t'envoies un tuto, c'est comme dans les Kinder, vous savez, tu t'expliques comment tu le fais, absolument pas, ça marche absolument pas comme ça. Pour vous donner une idée, il y a des avions de guerre qui ont été envoyés en Ukraine, c'est des chasseurs bombardiers F-16 qui sont autorisés à être livrés en Ukraine depuis le 24 août 2023, ça fait un peu plus d'un an, par les États-Unis. Pour vous donner une idée, ce qu'estime l'armée américaine, c'est que pour t'apprendre à conduire un avion comme ça, il faut 8 mois, et il faut déjà savoir parler anglais au départ. Voilà, 8 mois, pour vous donner une idée. C'est une évidence, et par ailleurs, ça, la Russie le dit aussi, qu'en fait, tu as des instructeurs militaires, des formateurs militaires qui sont sur le territoire ukrainien, et qui apprennent. Il y avait eu au mois de janvier une interview, là on la passe pas forcément parce qu'on ne peut pas projeter et tout, puis on n'a pas non plus 3 heures, mais il y a eu une interview hyper, je sais pas comment dire, c'est très éclairant quoi, de l'ambassadeur russe en France sur BFM TV qui, à une heure de grande audience sur BFM TV, dit en fait c'est simple, vous envoyez
vous appelez ça comme vous voulez, des inspecteurs, des formateurs, ce sont des militaires. Vous envoyez des militaires français sur le territoire ukrainien. Nous, en fait, si on est face à eux, on va les tuer. On va les tuer. On ne fera pas de distinction. Et qu'ils soient britanniques, qu'ils soient américains, on va les tuer. Et quelle va être la réponse après de ces puissances-là nationales quand en fait on va tuer vos militaires? Et qui dit, vous êtes en train d'aller vers un conflit direct entre des puissances qui ont l'arme nucléaire. Le mec dit ça à la télé. Au mois de, je ne sais plus si c'est janvier ou si c'est mars, et c'était après les annonces que Macron avait dit on va peut-être envoyer des troupes en Ukraine, où c'est un truc qu'ils ont de toute façon, en réalité, toujours un peu en tête. C'est cette logique-là, quand je dis qu'en fait, il n'y a pas réellement de séparation entre juste le truc de dire on vend des armes pour la paix, c'est du foutage de gueule complet. Parce que ça veut dire qu'en fait, à un moment, tu vas avoir des militaires qui vont aller apprendre à d'autres à te servir de ces armes-là. Et c'est ce que l'ambassadeur russe, il explique très très bien. C'est que derrière, ça peut dégénérer en fait très rapidement en termes d'affrontement direct. Pour autant, c'est quand même un conflit qui dure et qui vraisemblablement va durer dans le temps. Zelensky, pour vous donner une idée, en fait, il manquera toujours d'armes et d'hommes parce qu'en fait, les armes qui sont livrées par les pays membres de l'OTAN permettent de repousser, permettent de contenir l'armée russe, mais pas de la repousser réellement en réalité. Ils n'envoient pas assez d'armes, consciemment, parce qu'ils pourraient en fait envoyer beaucoup plus en se disant on plie le truc, maintenant la Russie dégage. Vous vous doutez bien que les États-Unis, s'ils voulaient faire ça, en fait, là ils le feraient, ils ont les moyens. C'est hallucinant l'écart que tu as au niveau de l'armée et de la puissance militaire que sont les États-Unis par rapport à tous les autres pays du monde, y compris par rapport à la Chine. En fait, au niveau des ventes d'armes, ce qui est en train de se passer, c'est que les pays membres de l'OTAN, ils sont en train d'écouler leurs vieux stocks. La France, ce qu'elle file là, ce qu'elle vend en fait, à l'Ukraine, c'est des armes des années 80. Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, il a dit, vous savez, si on ne les avait pas envoyés à l'Ukraine, on les aurait sûrement envoyés dans d'autres pays. En fait, pourquoi, ce que je disais tout à l'heure sur les États-Unis, le budget, il y a une majorité en fait qui va eux pour renouveler leur propre le matériel militaire d'armes, mais plus globalement matériel militaire. En fait, ils sont en train d'écouler des vieux stocks pour pouvoir reproduire des nouvelles technologies et pour pouvoir avancer, pour être à la pointe là-dessus. D'ailleurs, il y a quand même un désinvestissement partiel des puissances impérialistes. Pour vous donner une idée, l'Allemagne, elle a divisé par 2 ses aides. Ça a été un truc qui avait fait, qui s'était beaucoup vu cet été. Il passe de 8 à 4 milliards d'euros. Les États-Unis, en fait, c'est moins que ce qu'ils avaient fait avant. Par ailleurs, les États-Unis, ça s'explique quand même en partie parce qu'ils misent vraisemblablement là, un peu plus sur l'État d'Israël que sur l'Ukraine pour pouvoir asseoir de nouvelles dominations réelles un peu dans le monde, quoi. En fait, si vous voulez, c'est vraiment une logique, ce qui se passe en Ukraine aussi, profondément capitaliste de tu détruis pour reconstruire. C'est ce que disait un peu Ivanka. Le marché de la reconstruction en Ukraine, les amis, là, c'est leur nouveau truc, quoi. Il y a en fait, depuis le début de la guerre, une conférence pour la reconstruction de l'Ukraine qui s'est créée, qui s'est réunie une fois par an, là, tous les ans. Je pense que tu as donné les chiffres, donc franchement, je ne les répète pas forcément, mais pour vous donner une idée en termes de ce qui est évalué, de ce que va coûter la reconstruction à cette étape en Ukraine, c'est 500 milliards de dollars. Voilà. Rien que ça, quoi. Donc vous vous doutez bien du marché de ouf qu'il y a devant cette conférence-là pour la reconstruction de l'Ukraine. Alors, c'est des États qui l'animent. La dernière, là, cet été, c'était à Berlin. Mais en fait, le premier axe de l'ordre du jour, c'était la dimension commerciale qui consistait à mobiliser le secteur du privé. C'est ça, là, c'est vers quoi ils vont. Leur but, c'est que la reconstruction et la croissance économique soient couronnées de succès. Pour ça, nous avons besoin d'un engagement fort de la part du secteur privé. Parmi les questions importantes figurent les opportunités commerciales dans les secteurs clés de l'économie ukrainienne, les instruments de soutien de l'État, le soutien international en matière d'accès au financement et la transition verte et numérique, quoi. Ils oublient
rien, à part le peuple qui est en train de se faire massacrer. Donc voilà, pour vous donner une idée quand même aussi, en termes de... Ça illustre, mais pour les États-Unis, depuis le début de la guerre en Ukraine et les sanctions qu'il y a sur la Russie, en fait, la Russie avait un gros marché au niveau du gaz de schiste dans toute l'Europe. Par exemple, c'était love to love avec les Allemands et la Russie sur ce terrain-là. C'est les États-Unis qui ont récupéré tout ce marché-là, en fait, dans toute l'Europe. Donc voilà. Au niveau de la Russie, en fait, c'est une puissance qui est de plus en plus militaire, là, pour qui l'économie de guerre est de plus en plus perfectionnée et en fait profitable. C'est le pays du monde le plus sanctionné depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Par contre, ils ont enregistré une croissance de 4% l'année dernière, au deuxième trimestre, pardon. En fait, il y a un chercheur russe en économie à l'université de Barcelone qui dit qu'en réalité, les sanctions, elles devraient se faire ressentir d'ici une dizaine d'années, que le pays dispose de 300 milliards de dollars pas gelés par les puissances occidentales et que Poutine a annoncé des augmentations d'impôts sur son territoire. Ils viennent d'ouvrir une nouvelle ligne de métro en plein Moscou, par exemple. Enfin, c'est assez hallucinant. Et en fait, la Russie, en réalité, elle est en guerre depuis 10 ans. C'est depuis l'annexion de la Crimée en 2014. Et en fait, ils sont déjà lancés sur une économie de guerre depuis 10 ans, qu'ils ont là, en fait, perfectionné. Évidemment, avec le soutien de la Chine, qui joue un rôle important pour faire tenir l'économie russe et les faire tenir au niveau de guerre. Est-ce qu'ils vont être capables de tenir sur le long terme ? Ça, en fait, on ne sait pas. Personne ne sait. Là, ils disent qu'il y a un taux de chômage qui est historique, c'est 2,4%. Bon, en tout cas, pour l'instant, ils ont l'air de tenir la barre tout à fait bien. Et ce qui se passe quand même dans cette région du monde, c'est que la pointe la plus avancée d'un risque de généralisation de guerre inter-impérialiste, même si pour l'instant, ils n'ont pas intérêt à ce que ça franchisse ce pas-là, parce qu'ils se font tous de la thune, sauf l'Ukraine. Mais sinon, toutes les autres puissances, y compris la Russie, est en train de se faire de la thune sur cette guerre-là. Et puis bon, il y a la question de la généralisation de conflits directs, c'est à la fois une menace qui est réelle, c'est à la fois aussi une pression qui est instrumentalisée et par Poutine et par Zelensky, par Poutine pour dire « vous n'avez pas intérêt à vous pointer », parce que sinon nous on répondra. C'est ça, leur intervention sur BFM TV dont je parlais. Et pour Zelensky, c'est quand même le coup de dire en fait, il faut nous soutenir à 100%. Il y a un élément, les camarades, important là d'actualité. Zelensky, alors quand il a présenté son plan, ce que disait Ivanka de comment sauver le pays de victoire, le plan de victoire, c'était vendredi dernier, là, devant les ministres de la Défense de l'OTAN. En fait, il a notamment expliqué que là, il y a 10 000 soldats de l'armée de la Corée du Nord qui sont en train d'arriver sur le territoire russe pour combattre avec l'armée russe les Ukrainiens sur les territoires ukrainiens occupés. En fait, il y a cette information, elle sort des services de renseignement de la Corée du Sud. Ce que dit l'OTAN à cette étape, j'ai pas rechecké, on a checké avec Ivanka ce midi, mais moi j'ai pas rechecké là s'il confirmait ou pas l'info. Ce que dit le secrétaire général de l'OTAN, c'est qu'à cette étape, en tout cas quand il était 13h, ils n'étaient pas en capacité de confirmer cette information. Par contre, il y a des vidéos qui commencent à sortir, etc., etc. Donc ça, en fait, on ne sait pas exactement ce que ça va donner. La France a dit qu'en fait, ils étaient inquiets de ce que ça pouvait donner, mais j'ai pas eu le temps de lire en détail l'article qui parlait de ça. Donc voilà quoi. C'est important d'être attentif en permanence à ce qui se passe au niveau de la guerre en Ukraine, parce que derrière, c'est ce que j'expliquais quoi. Je trouve qu'en termes de compréhension, nous, en tant que militants révolutionnaires, en tant que jeunes là, partout où on est, quand tu lis l'actualité, quand tu vois tout un tas de trucs, d'infos, etc., c'est important de comprendre cette grille de lecture là, je trouve vraiment. Pour discerner quoi, c'est pas juste la Corée du Nord ils envoient 10 000 soldats se former à faire la guerre, parce que c'est quand même un peu ça, et c'est pas pareil quand t'as une armée qui a déjà fait la guerre que quand t'as une armée qui l'a jamais faite. En termes de capacité militaire, ça a rien à voir. L'armée française par exemple est extrêmement réputée dans le monde entier pour sa qualité
de formation militaire, réellement, quoi. Elle forme plein d'instructeurs partout dans le monde. L'armée française se fait beaucoup de thunes, y compris sur ça. Mais voilà, il va falloir être attentif là, dans les jours qui viennent à ce qui ressort de ça. Je pense que c'est important. Donc voilà, là, je voulais dire d'autres choses, mais peut-être que je les garde plutôt pour la discussion. Mais voilà. Ouais, et moi je voulais quand même reprendre aussi sur la question de la Russie. De la Russie là depuis 1991 en fait, depuis la chute de l'URSS, parce que nous on qualifie la Russie d'impérialiste. Alors évidemment c'est un impérialisme qui est un peu particulier, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait le même quand même que l'impérialisme occidental, ne serait-ce que parce que en fait en 1917 il y a quand même eu une révolution prolétarienne et il y a eu plusieurs décennies d'Union soviétique, mais du coup je voulais essayer un peu de résumer ça. Bon, ce sera nécessairement trop rapide, mais peut-être qu'on reviendra dessus dans la discussion. Mais en gros, en 1991, la chute de l'URSS, quoi, elle est quand même marquée par une ouverture brutale au capitalisme et la mise sur le marché en fait, des entreprises socialisées d'État. Et donc cette ouverture au capitalisme, elle provoque une course à l'accaparement donc de ces industries qui sont très centralisées et en fait elle aboutit aussi à une très très forte concentration de capitaux dans les mains d'une poignée d'oligarques. À coup de compromis avec Boris Eltsine, donc le président russe de 91 à 99, mais aussi de compromis entre oligarques, de fusillades, de vols, de menaces, de chantage. Enfin, voilà, je pense que c'est quand même aussi l'occasion de rappeler que voilà, ces bourgeois, c'est avant tout des voleurs et des bandits et qui sont prêts à tout pour en fait assurer leur profit. Je pense que je ne vais pas trop développer maintenant la manière dont ils se sont accaparés toutes ces industries, etc. Mais je renvoie à un documentaire qui est vraiment bien et qui s'appelle « Poutine et les oligarques » et qui est passé sur France 2, voilà. Et qui explique vraiment très bien la manière dont les oligarques, parfois partis de rien ou alors partis de positions un peu dans l'ancien appareil de la bureaucratie soviétique, en fait, se sont un peu accaparés toutes les industries, etc. Et en fait aussi cette période de 91 à 2000, elle est marquée par des conditions de vie de travailleurs et de travailleuses russes qui en fait se dégradent fortement. Le chômage augmente drastiquement, les pénuries aussi, la misère, enfin bref, tout ça aussi du fait des privatisations de toutes les industries. Et Poutine, il est élu en 2000 du coup et remet en place un État fort alors que tout le reste de l'administration et des industries de l'ex-URSS ont été démantelés. Aujourd'hui, l'État russe dont Poutine a la présidence depuis un certain nombre d'années maintenant, c'est un État bourgeois qui agit dans l'intérêt de cette bourgeoisie qui est née et qui s'est fortifiée à partir de la chute de l'URSS en 91. Et d'ailleurs, en 2004, les oligarques russes ont tout à fait reconnu la candidature de Poutine comme allant dans leurs intérêts, puisqu'ils l'ont tout à fait soutenue. Et donc, alors qu'en fait, les oligarques étaient aux manettes de l'État dans les années 90, ils ont délégué en fait, la gestion de l'État bourgeois aux fonctionnaires et aux politiciens professionnels, pour se concentrer sur leurs affaires, on va dire. Et Poutine, en fait, se fait à l'heure actuelle vraiment le garant de la propriété privée, des intérêts des oligarques, tout en n'hésitant pas pour ça à leur offrir les nouveaux marchés qu'ouvre la guerre. Pour vous donner un exemple peut-être un peu plus actuel, il y a un article dans Le Monde qui est sorti là, en août 2023 et qui montre en fait que les oligarques russes se sont enrichis pendant la guerre. Donc dans cette enquête, ils disent qu'au moins 81 des noms figurant sur la liste des 200 personnalités les plus riches de Russie, je répète, okay. Qui en fait sont clairement impliqués dans l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et donc ils font très clairement leurs affaires dessus, quoi. Et il y a d'autres oligarques, donc le plus connu qui est Roman Abramovich, qui en fait ont fait mine un peu de rompre les liens politiques avec Poutine au moment de la guerre en se rendant pas aux réunions politiques entre Poutine et les oligarques. Et en fait, mais en fait, dans les faits, tout ça, ça lui permet en fait d'échapper
relativement aux sanctions économiques européennes. Mais dans les faits, en fait, ils continuent à bénéficier des besoins en armes, en énergie, etc. de l'État russe, qui en fait se fournit en achetant directement aux oligarques russes, quoi. Pardon, c'était... C'est moi. Ah, excuse-moi. Ouais, Je sais plus ce qu'on s'était dit, pardon. Ouais, c'est Zelensky, là. Ok, pardon, vas-y. Non, ouais. Non, rapidement, mes 2 mots sur quand même Zelensky, le régime ukrainien, les politiques quand même que lui-même mène dans son propre pays, parce que si t'écoutes la bourgeoisie, le pauvre Zelensky, porte-parole presque juste des Ukrainiens qui se font massacrer, et absolument pas gros dirigeant bourgeois dégueulasse qui envoie son peuple au combat et défonce les conditions de vie. L'Ukraine a une armée qui est beaucoup plus, qui est évidemment moins grosse, quoi, et plus faible réellement, et qui est par ailleurs en difficulté militaire, ça c'est indéniable, en Ukraine. En fait, au début de la guerre, les mesures qui ont été prises pour faire en sorte de recruter plus de soldats pour vraiment aller au front, ça a été des mesures qu'on peut qualifier d'incitatives, quoi. Donc en gros, des exemptions de taxes, des primes qui pouvaient aller jusqu'à 2200 € dans un pays où le salaire moyen est quand même de 350 balles par mois. Mais en fait, depuis avril 2024, le gouvernement de Zelensky, il a dû prendre des mesures bien plus dures pour pallier au manque de recrues de l'armée. Ils n'ont qu'à donner les chiffres. Là, au début, les estimations les plus hautes, elles sont franchement hallucinantes, quoi. C'est un peu ce que disait Gaëlle ce matin, mais c'est vrai que les infos qu'on a de toute façon sur ça, elles sont manipulées par la presse bourgeoise, par ces États-là. Donc en fait, on n'a pas une idée hyper précise on sait que c'est très meurtrier. On sait qu'il y a plus de morts du côté russe que du côté ukrainien, mais c'est quand même extrêmement massif. Et on parle de centaines de milliers de morts, quoi. C'est, en tout cas, moi, ce que j'avais vu sur Wikipédia au mois de juin, c'est qu'en fait, les estimations les plus hautes à ce moment-là, c'était 500 000 morts des deux côtés, au cumulé, quoi, en comprenant y compris les civils. Depuis avril 2024, ce qui est mis en place pour pallier au manque de recrues, c'est qu'en fait, Zelensky a baissé l'âge de la mobilisation pour la guerre de 27 à 25 ans, mais il a réduit aussi, mais il a durci aussi la répression des soldats qui fuient les combats, ou alors simplement qui essaient de fuir la mobilisation. Il y a eu des vidéos qu'on tournait sur des boucles Telegram, quoi, qui montrent en fait qu'il y a des jeunes qui se font kidnapper en fait dans la rue, dans des fourgonnettes, qui sont placés dans les fourgonnettes, puis ensuite ils sont relâchés sur les champs de bataille, quoi, pour aller mettre ton treillis, prendre ton fusil et puis aller au front. Toc. En 2023, c'est 20 000 Ukrainiens en âge de combattre qui auraient tenté de fuir, mais qui ont été arrêtés par les autorités ukrainiennes à la frontière, sans compter ceux qui ont réussi à fuir ou ceux qui sont morts en tentant de fuir. Ces initiatives, elles restent principalement des initiatives individuelles de jeunes qui ne veulent pas aller mourir au front ou revenir blessés, alors que les perspectives de victoire, quand même, elles sont de plus en plus minces au fur et à mesure que la guerre, elle s'enlise. En termes de conditions de vie, du peuple ukrainien, vous vous doutez que c'est franchement catastrophique. Il y a en fait eu un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps de Daria Saburova qui s'appelle Travailleuse de la résistance, les classes populaires ukrainiennes face à la guerre en Ukraine, qui est grosso modo en fait une enquête sociologique. Je détaille pas l'ensemble des chiffres, mais qui en gros explique que Zelensky, il continue d'être extrêmement offensif sur les conditions de vie. Merci. De mener des politiques austéritaires, de casse des services publics, où la vie était déjà dure en Ukraine. Avant la guerre, ça faisait partie des pays au niveau de l'Est qui, après la chute de l'URSS, ont le plus morflé en termes d'un point de vue économique, quoi. Mais là, c'est franchement une catastrophe. Les économies faites dans les budgets, elles rendent les services publics dysfonctionnels. Déjà en temps de paix, mais là en période de guerre, c'est vraiment hardcore. La mobilisation des populations se fait surtout dans les sphères du soin, médecine, maternité, accueil des réfugiés, mais aussi acheminement des denrées alimentaires
quête de vêtements pour les soldats, etc. En gros, si vous voulez, la population, elle vient combler ce que l'État n'est pas en capacité de faire. Et en fait, il y a du bénévolat de ouf qui est mis en place, qui est organisé pour aider les soldats, pour aider les gens en difficulté, etc. De manière totalement bénévole, sans organisation par ailleurs politique du tout. Là-bas, où c'est beaucoup juste des collectifs, associations qui essaient de survivre, quoi. Et en fait, c'est l'État ukrainien qui fait payer la guerre, mais le double, quoi, aux Ukrainiens, c'est-à-dire et en les envoyant au front, mais et en coupant les vivres, quoi, de la population ukrainienne. Oui. En fait, bon, à l'heure actuelle, il est un peu difficile de savoir quel tournant va prendre la guerre, les négociations, etc. Mais en fait, on voulait quand même noter qu'il y avait des contestations du régime de Poutine en Russie. On a vu des manifestations contre l'autoritarisme du régime de Poutine. Il y avait des collectifs aussi de femmes contre la guerre qui ont été... Enfin, toutes ces manifestations et ces mobilisations, elles ont été très, très durement réprimées parce que voilà, le régime de Poutine est ce qu'il est et il muselle toute opposition politique. Et il y a aussi une répression très, très dure qui s'abat sur les militants, les quelques militants d'extrême gauche, mais voire même juste de gauche radicale et même en fait, tout simplement toutes les oppositions politiques. On a vu par exemple la manière dont a été traité Navalny, qui est quand même une personnalité extrêmement libérale, marquée par un nationalisme pro-russe important, avec des positions anti-migrants, etc. C'est pas non plus un militant communiste, quoi, et qui a été réprimé, vraisemblablement empoisonné, tué. À l'heure actuelle, la plupart des militants socialistes ou communistes, ils sont arrêtés, contraints de vivre en exil. Voilà. La situation en Ukraine, c'est évidemment pas la même. Mais on voulait aussi nuancer l'image un peu de héros national qu'a Zelensky dans la presse bourgeoise. Héloïse l'a quand même pas mal rappelé, donc je vais peut-être pas trop revenir dessus. Mais il est en fait un peu évident que voilà, la guerre en Ukraine et l'attaque de Poutine, elle a resserré la population ukrainienne derrière Zelensky. Mais il y a quand même des contestations qui existent encore de la politique de Zelensky. Donc pour reciter le même ouvrage qu'a cité, la même enquête qu'a cité Héloïse, notamment à l'est de l'Ukraine, dans les parmi les populations de travailleurs et de travailleuses, il y en a beaucoup en fait qui ont aussi gardé du lien avec leur entourage, donc amis, famille, etc. En Russie. Alors tant qu'ils dénoncent évidemment la guerre en Ukraine et le régime de Poutine. Et en fait, qu'il y a pas mal de travailleurs et de travailleuses qui restent aussi très, très méfiants de la politique de Zelensky. Et toute la mobilisation un peu des associations et des collectifs dont Héloïse a parlé, très, très souvent, elle existe en fait en dehors des cadres de l'État bourgeois de Zelensky, toujours par méfiance envers Zelensky. Cette mobilisation, c'est plus, pour moi, c'est plus une réaction un peu immédiate aux besoins qui ont été engendrés par la guerre, et ça ne constitue pas à l'heure actuelle d'organisation politique autonome des travailleurs et des travailleuses. Mais en fait, ce qui est quand même certain, je trouve, à l'heure actuelle, c'est que les peuples russes et ukrainiens, ils auraient des intérêts communs, à commencer déjà par celui de mettre fin à la guerre, tout simplement. Et en fait, c'est aussi dans cette perspective-là que nous, on avance les mots d'ordre de troupes russes hors d'Ukraine, sans le décorréler évidemment des troupes de l'OTAN hors de partout dans le monde, quoi. En fait, les travailleurs et les travailleuses russes n'ont pas du tout intérêt à la guerre en Ukraine. En fait, ils meurent pour des intérêts qui sont pas du tout les leurs, mais en fait qui sont surtout ceux des oligarques russes. Et de la même manière, en fait, la politique de Zelensky qui appelle les Ukrainiens et les Ukrainiennes à se ranger derrière l'impérialisme occidental en leur laissant croire que ça les libérera de l'oppression et de l'exploitation, elle est à combattre, en fait, parce que l'impérialisme occidental, il promet, en fait, grosso modo, que l'asservissement et l'exploitation pour préserver les intérêts de la bourgeoisie.
On verra en fait ce que sera l'issue des négociations que Zelensky souhaite commencer avec Poutine. Mais il y a quand même fort à parier qu'elles ne mettront pas fin ni à la guerre, ni à l'exploitation des travailleurs et des travailleuses donc de cette région et encore moins du monde. Et en fait, c'est un peu ce qu'on disait. À l'heure actuelle, il n'existe pas, à notre connaissance en tout cas, d'organisation sur place qui est capable de mener une politique d'indépendance de classe et de s'adresser aux soldats et aux travailleurs par-delà les frontières. Alors même qu'en fait, il n'y a qu'une organisation comme ça qui serait capable de renverser Poutine en trouvant des soutiens parmi les travailleurs et les travailleuses de la région qui sont exploités et opprimés depuis des décennies par les appétits des impérialistes, à la fois de leurs voisins russes et des puissances occidentales qui en fait les plongent dans la guerre. Yes, et puis pour aller un peu vers des conclusions, en plus de ce que vient de dire Ivanka, et des perspectives. Si on prend l'exemple de là où nous on est, c'est-à-dire la France, et que alors il y a aucun doute que du côté des politiciens bourgeois, de la droite à l'extrême droite, il y a un soutien inconditionnel à l'Ukraine. Il y a en fait un ministre là de LR qui en fait dans le débat avec Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, là où je vous citais tout à l'heure, qui lui répond quand même, il faudrait donner surtout plus d'armes à l'Ukraine pour qu'il puisse vraiment faire reculer la Russie. C'est ça qui est dit de ce côté-là, mais peut-être du côté de la gauche institutionnelle, on a vu là tout autour du NFP pendant la dernière séquence des élections. Il y a eu des débats autour de la question d'Israël un peu entre l'ensemble de ces partis politiques. On nous a fait croire, en fait, dans la presse bourgeoise, qu'il y avait eu des débats aussi sur la question des livraisons d'armes en Ukraine. Je ne sais pas si certaines se souviennent de ça, mais de comme quoi la question de l'Ukraine, ça faisait vachement de débat entre les partis de gauche institutionnelle, à savoir en gros entre la droite du NFP, le PS et Europe Écologie Les Verts. Le PC, je les compte, je sais même pas quoi dire sur eux, et plutôt l'aile gauche de leur France insoumise, qui se la joue super à fond pour la paix, toujours, tout le temps. La France insoumise, quand même, ils ont fait un communiqué l'année dernière dans lequel de leur groupe parlementaire, dans lequel ils expliquent mais nous, on n'a aucun problème avec les ventes d'armes à l'Ukraine. On est pour. Il faut un soutien inconditionnel de la France à l'Ukraine, tant en termes d'aide matérielle, humanitaire, qu'en termes d'armes et d'aide militaire. Nous, on regrette juste qu'il n'y ait pas assez de débat au Parlement sur ça et que le Parlement ne soit pas assez consulté. Mais sinon, on est d'accord avec tout ce qui est fait. Voilà. C'est ça la position de la France insoumise. Je pense qu'ils n'ont pas eu beaucoup de débats en réalité entre eux sur de toute façon cette question-là. Mais par contre, si vous voulez, ça c'est la phrase que j'avais citée. La phrase qui dit c'est tant humanitaire que militaire, l'aide à l'Ukraine face à l'agression criminelle de la Russie est indispensable. La France doit prendre toute sa part en aidant l'Ukraine à repousser l'envahisseur. En ce sens, le groupe parlementaire LFI NUPES n'est pas opposé à la cession d'équipements d'armement à l'Ukraine. Toutefois, on regrette que le Parlement ne soit ni associé, ni même informé de ces décisions. En fait, l'opposition dans notre classe, les camarades, massive à l'impérialisme français, elle est quasiment inexistante. Et ça, je pense que c'est un truc dont peut-être ça vaut le coup qu'on discute là, dans la discussion. En fait, elle existe en filigrane dans les manifs palestines sur la question de dénoncer le soutien complice, la complicité de l'État français avec l'État d'Israël et dans le génocide du peuple palestinien. Mais en fait, elle ne va pas vraiment plus loin que ça, quoi. Et par rapport à la Russie et au rôle de fauteur de troubles de l'impérialisme français, ça existe pas plus loin que les milieux très politisés, très proches de nous, très proches des idées révolutionnaires. Et s'il y a bien une question où les révolutionnaires sont irremplaçables totalement, c'est quand même la question de l'impérialisme et de faire apparaître une opposition à l'impérialisme et à ces politiques-là. Je pense que ça, ce truc est important. On a eu des tentatives de ça au niveau du NPA révolutionnaire. Le meeting qu'on avait impulsé avec l'OTA Comunista au mois de mars, ça en était une expression. On l'a aussi beaucoup dit dans les campagnes électorales qu'on a faites. Les liens concrets autour de la conférence de Milan qui a été impulsée par ces organisations-là, justement sur la préoccupation en fait, il y a des guerres interimpérialistes qui peuvent à un moment repopper et il faut défendre
la question de l'unité des révolutionnaires dans cette séquence-là de manière encore plus impérieuse que ce qu'on pouvait faire avant. Le meeting avec l'OTA communista, il y a eu 900 personnes à Paris. La prochaine, suite à la conférence de Milan, il va y avoir la prochaine conférence qui aura lieu au mois de juin ou juillet l'année prochaine à Paris pour poursuivre les discussions entre les organisations révolutionnaires qui dépassent par ailleurs les bancs du trotskisme qui était venu, et on pense que c'est une bonne chose et évidemment qu'on va organiser et participer à ça. En France, on a aussi proposé un meeting quand même contre la guerre le 1er mai. On l'a proposé aux organisations qui se présentaient aux révolutionnaires qui se présentaient aux élections européennes à ce moment-là, c'est-à-dire à Lutte ouvrière et au Parti des travailleurs. Bon, ça s'est pas fait, mais il faut comprendre que si il y avait des initiatives communes comme ça qui existaient, cette opposition à l'impérialisme français, elle deviendrait visible. Elle prendrait une existence. Un meeting comme ça, il pourrait ramener 3 000, 4 000 personnes. Et en fait, si tu arrives à mettre 3 000, 4 000 personnes dans une pièce sur cette question-là, en réalité, tu peux aussi impulser une manifestation sur cette question-là. Et ça ne changerait pas l'entièreté des lignes, mais en fait, ça se verrait et ça politiserait autour de nous sur cette question-là, sur en gros le rôle de l'impérialisme français, de ce que c'est l'impérialisme, de pourquoi notre classe, elle doit s'y opposer, pourquoi l'ennemi, il est principalement en fait, dans notre propre pays, c'est notre propre bourgeoisie. En fait, il faut avoir ces préoccupations-là aussi, je pense, à l'avenir. Donc voilà. Merci à vous.